Depuis la crise des années 30 et la guerre qui en fut la conséquence, jamais l'Europe n'avait connu une situation économique aussi dégradée, avec un surendettement des États, avec surtout un chômage de masse dans les pays du Sud et en France. Une Europe en mal de projets communs, en mal de solidarité. Une Europe soumise à des forces centripètes, avec la menace de retrait britannique et un euroscepticisme qui gagne chaque jour du terrain, comme l'a montré le résultat des élections italiennes. Pour parler de cette Europe, de ce qui va mal, mais aussi peut-être de ce qui va bien, nous recevons aujourd'hui un des meilleurs connaisseurs de la construction européenne, le président de la Fondation Robert Schuman. Jean-Dominique Giuliani, bonjour. Bonjour. Alors voilà 12 ans que vous présidez cette fondation qui porte le nom de l'un des pères fondateurs français du marché commun de l'Union européenne. Auparavant, vous aviez travaillé au Sénat, où vous fûtes notamment le directeur de cabinet de son président, René Monory. Et voilà plusieurs années que la Fondation publie un rapport annuel sur l'état de l'Union européenne. Alors cela fait combien d'années exactement? Ça fait 7 ans. C'est la 7e édition. Bon, alors c'est un ouvrage qui comporte fort riche, qui comporte une vingtaine d'articles, agrémentés de cartes et de graphiques fort bien faits, je dois dire, et avec des annexes souvent passionnantes, car on y trouve rassemblées des données souvent inédites sur l'Europe, comme les dépenses militaires, les exportations d'armes pays par pays, la ventilation des échanges de marchandises de l'Union européenne avec l'extérieur, les PIB des États membres en parité de pouvoir d'achat, les flux migratoires, etc. Alors, dans votre présentation de l'ouvrage, selon le bon modèle de Sciences Po, thèse, antithèse, synthèse, vous présentez d'abord les côtés positifs de l'Europe. L'Union, dites-vous, a plus changé en 4 ans que depuis son origine. Oui, c'est exact. Qui aurait pu imaginer il y a encore 5 ans qu'un mécanisme européen de stabilité, qui est un quasi-embryon d'un fonds monétaire européen, des règles budgétaires comme le traité européen, budgétaire, qu'une union bancaire puisse voir le jour, alors même que les traités l'interdisaient, et bien sûr que la solidarité puisse s'exercer avec les pays en difficulté, et notamment les plans de secours à destination de la Grèce, du Portugal ou de l'Irlande, qui ont été menés avec le FMI, parce que l'Union n'a pas encore l'habitude de procéder techniquement, d'ailleurs, à ce type de solution, mais les traités interdisaient tout renflouement des États. Et donc, en 4 ans, c'est ce qui s'est fait. Lorsque vous regardez comment le monde a évolué, je sais que ça va vous faire sourire ou réagir, mais il n'y a aucun ensemble politique qui a autant réformé sa gouvernance. Alors vous me direz qu'elle en avait besoin. Politique, oui, qui a connu une crise aussi grave, non? Oui, qui a connu une crise aussi grave. Mais enfin, vous savez, quand on voyage un peu aujourd'hui, que des États-Unis à l'Asie, on voit que tout le monde est touché par cette crise et que ce n'est pas une crise dont la cause principale est la construction l'Europe et l'Europe du Sud plus que d'autres. Oui, mais comment vous dire, souvenez-vous de la séquence historique. La crise a quand même commencé par des excès financiers, par la crise des subprimes. Elle a traversé facilement l'Atlantique, parce que là, elle est arrivée dans une Europe largement inachevée, qui s'interdisait d'utiliser un certain nombre de moyens, qu'ils soient monétaires ou budgétaires, que tout ensemble politique met en œuvre. Elle se l'interdit de moins en moins. Et ce que nous essayons de démontrer, c'est que si ces changements et ces bouleversements considérables, une fois encore, ont été enregistrés, ils sont encore insuffisants. On le voit bien. Ils sont insuffisants parce que le XXIe siècle, c'est, sur le plan économique, celui des États-continents, mais aussi des États-continents. Et donc avec unité de direction, ce qui n'est pas le cas au sein de l'Union européenne. Et la construction monétaire que nous avons faite, vous en avez été d'ailleurs fort critique à plusieurs reprises, elle ne peut s'accompagner que d'une union budgétaire, fiscale et donc politique, et c'est là que ça coince. Alors, après la thèse antithèse, effectivement, vous listez les défaillances. Oui, avec objectivité, reconnaissez-le. Voilà. Et à commencer la gouvernance de l'Union, bien sûr. Vous dites que l'urgence est de mettre de l'ordre dans la maison européenne, mais est-ce que l'une des erreurs de fond commises après 89-90, ce n'est pas l'élargissement? Un élargissement dont vous êtes plus pour l'élargissement aujourd'hui. Non, mais écoutez, je sais que c'est très bien porté en France, en Allemagne, dans toutes les populations de l'Union européenne. Ce n'est pas le problème, franchement. L'Union européenne a plus de problèmes de gouvernance avec le Royaume-Uni qu'avec la Bulgarie.
Alors bien sûr, il y a des différences importantes. Qu'est-ce que vous vouliez faire lorsque le rideau de fer est tombé? Est-ce que l'erreur, ce n'était pas l'élargissement à la Grande-Bretagne? Ça, c'est de la stratégie, n'est-ce pas? C'est plus de l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque le mur de Berlin s'effondre? On laisse tous les pays qui sont restés du mauvais côté du mur, on les laisse tomber sans assumer nos responsabilités stratégiques et historiques. Parce que c'est ça qu'on retiendra dans l'avenir. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Elle les a intégrés avec 14 ans de retard par rapport à l'OTAN. Donc on a fini par le faire. On l'a fait sur des critères plus économiques, juridiques et formels que réels, parfois avec des raisons politiques. On va faire entrer la Croatie, on sait qu'elle n'est pas tout à fait prête. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse les Balkans désespérés et recommencer à mettre le feu au continent? Parce que c'est ça, ils sont prêts à le faire. Donc il y a aussi des choix stratégiques à faire. L'Europe les a fait à sa manière, qui ne nous plaît pas parce que, évidemment, il faut délibérer à 15, désormais à 27. Bon, c'est jamais très clair en termes de communication, on ne s'y retrouve pas trop. Mais en réalité, ça avance. Donc le problème n'est pas l'élargissement, n'est-ce pas? Ou alors, c'est un problème très français, nous n'en avons pas su tout en tirer le bénéfice que, par exemple, nos voisins allemands ont fait. Oui. Il y a des différentiels de salaire et de compétitivité qui ont été mieux utilisés par les Britanniques et les Allemands que par les Français. Donc ça, peut-être, c'est une vraie question. Alors, faut-il ralentir l'élargissement? Il est ralenti, de facto, aujourd'hui, parce que les problèmes internes sont supérieurs à ce type de considération. Mais dans ce qui ne marche pas non plus, je crois, c'est le Parlement européen et son mode de désignation et les pondérations entre les États. Oui, si vous voulez... vous êtes très critique sur... vous avez repris dans un article combien d'électeurs ça représente entre le maltais, l'allemand et le français. Un député européen français représente 883 000 électeurs. Donc à peu près comme l'allemand, non? Un peu plus. Un peu plus que l'allemand, oui. Et un maltais, 69 000. Donc... on sait qu'il y a une double règle de représentation des États et des populations. C'est-à-dire que les petits États sont survalorisés. Oui. Donc c'est sur ces bases-là qu'a été fondée l'Union européenne pour pouvoir convaincre les États, les petits notamment, qu'ils ne seraient pas totalement occultés par les intérêts des grands. Moi, je suis pour un système plus fédéral dans lequel le Parlement européen représente les citoyens et dans lequel le Conseil des ministres, sorte de Sénat, représente les États avec des voix, effectivement, minimum, 2 voix par État au Sénat des États-Unis, et donc un système bicaméral. C'est un peu comme ça que ça évolue. Personne ne le dit. C'est ce que souhaite Mme Merkel, non? Non. C'est pas la proposition qu'elle a mise sur la table? C'est comme ça que ça évolue d'ores et déjà. Il y a 2 législateurs au sein des institutions européennes, chose qu'on ignore un peu en France, et un peu partout d'ailleurs, parce que c'est devenu compliqué. Il y a le Parlement européen et il y a le Conseil des ministres. Des ministres, oui. Donc le ministre des Transports français va siéger avec ses collègues et ils décident. Et donc ils font la loi de manière commune. Et donc il y a le peuple et les États. Et l'exécutif étant en principe la Commission européenne. Alors ça, c'est moins clair. Au départ, ce n'est pas un exécutif. C'est un collège de personnalités indépendantes chargées de faire respecter les traités. Et nous avons toujours projeté notre système. On aimerait avoir un gouvernement responsable qui agit. En réalité, la Commission européenne est un organe collégial qui est composé de personnalités au départ qui correspondaient à ces critères et de moins en moins aujourd'hui, et surtout dans lequel il y a un représentant par État membre, ce qui vicie en quelque sorte complètement le système. Oui. Donc le traité de Lisbonne revenait là-dessus, mais les chefs d'État et de gouvernement ont cédé à l'Irlande contre un 2e référendum sur le traité de Lisbonne, le fait de garder un commissaire par État membre. C'est une très mauvaise chose. Et comme on a cédé à l'Irlande sur sa fiscalité, notamment en matière d'IS. Oui, là... Et on a continué. C'est un sujet qui, à mon avis, concerne la zone euro. Je crois que le meilleur moyen de s'en sortir, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel l'avaient essayé, c'est de commencer sur une base franco-allemande. On verrait aussitôt s'agréger les pays du Benelux, quelles que soient les difficultés que ça leur porte, parce qu'ils commencent à
avoir des difficultés eux-mêmes. Les Pays-Bas ne respectent pas les critères. Hein, oui. Oui, et donc à ce moment-là, les autres seraient bien obligés de suivre et nous pourrions peut-être aussi leur demander d'être un peu plus compréhensifs. D'avoir un IS à 25%, à peu près aligné. Hein. Alors évidemment, je sais qu'ici en France, tout le monde n'était pas d'accord parce que ça faisait baisser les impôts. Moi, j'y voyais une bonne opportunité de poser la question. Ça faisait baisser les impôts, oui, pour les PME, parce que les grands groupes ne payent pas 25%. Oui, absolument, mais c'est d'ailleurs extrêmement utile pour les PME et pour les ETI de les voir. Mais je lisais récemment que c'était le Premier ministre irlandais qui recevait les représentants des multinationales, notamment américaines, et qui leur a garanti que on ne toucherait pas à ce taux d'IS et que c'était non négociable. Oui, vous savez, l'Union européenne, c'est sa vraie difficulté aujourd'hui. Elle est en quelque sorte au seuil de ce qu'on peut appeler l'union politique. C'est-à-dire que les pas supplémentaires qu'il va falloir faire vont entraîner des transferts de souveraineté considérables. On le voit en matière fiscale, assiette, taux de l'impôt, il va falloir tôt ou tard décider de cela en commun. Je ne dis pas harmoniser, décider en commun. On peut accepter qu'un pays comme la Pologne, tant qu'il n'a pas rattrapé son retard, ait peut-être une fiscalité... Il peut y avoir des différences à la marge. Plus attrayante pour attirer les investissements étrangers, ou bien le sud de l'Europe en difficulté. Vous voyez, on peut, mais le tout, c'est de le décider en commun. Qu'il n'y ait pas une compétition qui soit déloyale. Et avec l'Irlande, je l'ai écrit plusieurs fois, ça m'a valu beaucoup de réprimandes de la part du Parlement et du gouvernement irlandais. Quand ils ont adhéré à l'Union européenne en 1973, les Irlandais affichaient un revenu moyen de 43% de ce que nous avions au sein de l'Union européenne. Ils en sont à 127%. Donc maintenant, il faut remettre les choses sur la table et on ne peut pas continuer comme ça des procédés déloyaux et avoir une économie qui ne fonctionne que sur la compétition fiscale. Et donc, je pense que c'est un sujet qui va être abordé. C'est le sujet de cette Europe à plusieurs vitesses, parce que quand j'ai parlé d'Irlande, vous avez dit oui, ça concerne la zone euro. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas dans la zone euro, à commencer par nos amis britanniques. Alors, qu'est-ce que vous pensez du chantage de Cameron? Parce que c'est bien du chantage. Je pense que c'est une opération de politique intérieure, qu'il prend un risque énorme. Oui, parce que les Britanniques voteront peut-être non. Hein. Oui, ils peuvent voter non, n'est-ce pas, dans l'état où ils sont, parce qu'ils sont affectés par la crise, et puis que le programme du gouvernement... Encore plus que nous, oui. N'est-ce pas, est particulièrement sévère. Et donc, vous connaissez les Britanniques, ils ont un tempérament de fer, ils serrent les dents dans la crise, mais il y a peut-être un seuil de tolérance qui va être vite dépassé. Et donc, ils peuvent l'exprimer par la défiance à l'égard de l'Union européenne. On voit bien que les populismes au Royaume-Uni sont eurosceptiques, prioritairement eurosceptiques. Parce que les Britanniques ont toujours voulu avoir le beurre et l'argent du beurre. La City fait 40% de son business avec le continent européen en euros. Et donc, elle a intérêt d'ailleurs à rester la City pour rester. Oui, enfin, la City, c'est plus de 10% du PIB du Royaume-Uni. Et donc, M. Cameron a pris, un peu déstabilisé, dans un gouvernement faible, de coalition, pour la première fois, a pris l'initiative d'essayer d'instrumentaliser en quelque sorte son appartenance à l'Union européenne pour essayer de se rétablir sur le plan intérieur. On voit que ça ne marche pas du tout. Les élections partielles montrent que les gens ne sont pas dupes. Et donc, je pense que c'est un grand risque, assez critiquable, dans la mesure où, dans le même temps, dans son discours, il explique qu'il plaidera pour le maintien de l'Union du Royaume-Uni dans l'Union européenne, avec des arguments assez convaincants. Donc je pense que cette affaire, c'est une affaire de politique intérieure qui n'ira pas au bout, et en tout cas je le souhaite, mais il y a un risque. Et alors, il y a à ce sujet, il y a un article fort intéressant dans le rapport Schuman sur les nationalismes périphériques qui prônent l'Europe des régions contre l'Europe des nations. Nationalisme en Catalogne, l'Écosse, et qui s'appuie, je le cite, l'article, sur le fait que l'Union européenne a soutenu de manière constante le régionalisme à travers le droit européen, et qu'aujourd'hui, l'Union est confrontée à une situation qu'elle avait mal anticipée, situation à laquelle elle n'est pourtant pas étrangère. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, est-ce que ce n'était pas une contradiction à l'intérieur de la construction européenne de prôner cette Europe des régions, vous voyez bien, contre les nations, dans une vision fédéraliste, et en même temps, le diable sort et dans les détails, et qu'on a ouvert la boîte de Pandore, et aujourd'hui, Catalogne, Écosse, demain, il y avait la Lombardie, etc., les pays, et surtout la Belgique,
avec la tentation à la Flandre de casser le pays en deux. Est-ce que ce n'est pas un risque majeur ? Deux éléments de réponse. Le premier, c'est que ce soit les pères fondateurs ou les gens les plus stratèges en matière européenne, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, n'ont jamais joué ce jeu-là, ce jeu régional. Si vous relisez Schuman, il estime qu'on ne peut pas faire l'Europe sans les États. C'est une évolution, j'allais dire, delorienne. À partir du moment où on a mis en place les fonds structurels et qu'on a organisé un dialogue direct entre les régions et la Commission, on a exacerbé, et c'est le deuxième élément de ma réponse, un populisme d'un type particulier, qui n'est pas un nationalisme qu'on a connu au 19e ou au début du 20e siècle, qui est une sorte d'égoïsme. D'irrédentisme. Oui, c'est surtout de l'égoïsme qui frappe les États à l'intérieur et les États entre eux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne parle que de taux de retour. I want my money back. I want my money back. Les Catalans ne veulent plus payer pour les Andalous, les Lombards ne veulent plus payer pour la Sicile, etc., etc. Et c'est donc que nous avons troqué en quelque sorte les nationalismes qui nous ont amenés à la guerre, parce que là, je crois que les peuples l'ont compris, par cette espèce d'égoïsme qui peut d'ailleurs démonter complètement les systèmes étatiques. Ce serait une grave erreur. Et le voyant dans la Convention européenne, et on retrouve ça dans le traité de Lisbonne et le traité d'Union européenne, article 4, Giscard d'Estaing et les hommes les plus sensés de la Convention ont vu le danger et ont introduit un article dont nous rappelons l'origine et les termes, qui interdit ce jeu des régions contre les États. C'est-à-dire que l'État central, par exemple Madrid, peut mettre son veto à ce que la Catalogne, parce que la Catalogne peut parfaitement voter son indépendance en 2014. Là aussi, c'est comme en Grande-Bretagne, c'est 50-50. Et s'ils votent leur indépendance, ils ont dit tout de suite, immédiatement on demande l'adhésion à l'Union européenne. Eh bien, à ce moment-là, la procédure complète d'adhésion recommence. C'est-à-dire qu'il faut non seulement un vote du Parlement européen, de chaque Parlement national des États membres de l'Union, étant entendu que l'État qui part n'est pas l'État successeur, c'est l'État qui reste, qui est l'État successeur au sens du droit international. C'est-à-dire Madrid, là. Oui, absolument. Et donc, il faut l'unanimité des États membres pour adhérer. C'est-à-dire que si l'Écosse veut être européenne, il faut que Londres donne son accord. Et ensuite, tout cela a un coût. Ce que j'expliquais à nos amis écossais qui étaient assez sensibles, d'ailleurs, ça a un coût parce que c'est une très longue procédure et qui n'est pas du tout gagnée d'avance, qui en plus oblige à repasser sous les fourches codines des critères de Copenhague améliorés, qu'on ne cesse de durcir. Et un certain nombre d'États membres aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils ne remplissent encore ces critères. Alors, mais on a reconnu le catalan, le basque. À la demande de Madrid, n'est-ce pas ? Bah oui, ça faisait partie, c'était à l'époque de Felipe González, d'ailleurs. Oui, qui a demandé à ce que les documents puissent être aussi traduits en catalan, alors que les autres États membres s'y opposaient. Mais il y a combien de langues régionales qui sont reconnues comme langue officielle au sein de l'Europe ? Il y a 23 langues officielles. Oui. Voilà, le catalan n'y est pas. Oui, mais il y a des traducteurs en catalan. Les Espagnols financés par l'Europe. Non, financés par le gouvernement espagnol. Et je suis formel sur ce point parce que les autres ne veulent pas payer, n'est-ce pas ? Et il n'y a pas de... C'est un la langue bretonne n'est pas connue. Non, ni la langue corse. Ni le corse. Voilà, je ferai ça. Alors, il y a une question aussi, qui est une question monétaire. Qui doit être le contribuable en dernier ressort au sein de l'Europe ? Alors, Alain Lamassoure, qui fait un article dans le rapport, dit que c'est le contribuable européen. Alors, ce qui implique que l'Union européenne ait des ressources fiscales supplémentaires et qui lui soient propres. Actuellement, c'est 1% de budget européen. Elle n'a pas vraiment de ressources propres. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire financer par la BCE, comme aux États-Unis et désormais le Japon, la dette directement des pays européens? Sur le premier sujet, je rappelle qu'au départ de la création de la communauté européenne, l'essentiel, 98% du budget européen était financé sur de vraies ressources propres, c'est-à-dire les droits de douane, puisqu'on faisait une union douanière, une part de la TVA et quelques taxes accessoires. Bon. C'est une dérive, au fur et à mesure qu'a grossi le budget européen, que les États membres ont laissé se créer,
on appelle aujourd'hui ressources propres les contributions nationales, 19 milliards pour la France, hein, contre 12 milliards que nous recevons chaque année. Hein. Oui, on est un de ceux qui a le solde le plus mauvais, non? Non, il y a devant nous les Allemands. Ah oui, mais, alors les Allemands, par exemple, sur la contribution britannique, hein, nous, on paye la contribution britannique, puisque les Britanniques veulent un strict équilibre, mais les Allemands ont obtenu des ristournes, non? Oui, oui, d'accord, mais ils payent encore plus que nous. Bon. Et ils payent depuis l'origine, n'est-ce pas? Selon les comptes que personnellement j'ai faits, c'est plus de 200 milliards d'euros de solde net que l'Allemagne a payé au budget européen. La France, ça ne fait que 4 ans qu'elle est, négative, n'est-ce pas? Elle a été longtemps... Mais parce qu'on a réduit la PAC. Bénéficiaire nette. La PAC, c'est aujourd'hui près de 10 milliards d'euros de crédit chaque année. Hein, si vous regardez, ça fait 20 000 euros de transfert par minute qui vient de Bruxelles pour les agriculteurs français. Donc, on a laissé dériver ce budget qui n'a pas réellement augmenté. Il est aujourd'hui de 138-140 milliards. Et les ressources, en revanche, sont maintenant majoritairement des contributions nationales des États votées par les parlements. Et donc, Alain Lamassoure dit qu'il faut revenir à l'esprit originel et parmi tous les impôts que nous inventons, nous ne sommes pas les derniers en France, il faudrait en consacrer un ou deux à l'Union européenne avec un vrai contrôle parlementaire. Je peux assurer que, en tout cas, Alain Lamassoure, à la présidence de la commission des budgets, assure un contrôle, croyez-moi. J'aimerais bien que ce soit la même chose parfois dans notre pays. N'est-ce pas? C'est un contrôle extrêmement scrupuleux, double contrôle d'ailleurs de la Cour des comptes et du Parlement, avec une réelle surveillance de ce qui est fait. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On instaure une taxe sur les transactions financières, on parle d'une taxe carbone. C'est à ça que pense Alain Lamassoure. Mais il pense à la taxe carbone aux frontières. Le débat n'est pas tranché, voilà, bon, n'est-ce pas? Le débat n'est pas tranché. En tout cas, s'il l'était, comme il l'est pour la taxe sur les transactions financières, affectons le produit à un budget de ressources propres véritable, contrôlé au niveau européen, démocratiquement, plutôt que d'imposer aux États qui sont dans la difficulté des contributions qui les amènent immédiatement à calculer les taux de retour, etc., ce qui est la pire des choses pour l'esprit européen et l'esprit de solidarité. Comment voulez-vous mener des politiques si chacun calcule combien ça lui rapporte? Voilà. Aucune solidarité. Dans le court terme, surtout. Et pour la première fois, j'ai vu dans les documents de l'Assemblée nationale, documents budgétaires, des calculs de taux de retour savants. Donc, si vous voulez, il n'y a plus de vision européenne à partir du moment où on raisonne comme ça. Si vous voulez, par exemple, une politique industrielle, une politique de recherche, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un budget, des ressources, et puis des objectifs communs, le plus possible, avec des programmes soutenus dans la durée par des financements nécessaires, indispensables. Une des raisons de la crise structurelle de la construction européenne et de l'euroscepticisme, c'est aussi que l'Europe, aujourd'hui, ne s'incarne pas dans des projets. Autrefois, on avait les projets bien connus, Airbus, Ariane, etc. Il y a eu la libre circulation, indiscutablement, le fait de pouvoir circuler sans avoir de passeport à montrer, et l'espace Schengen, et la création de l'euro, avec le bon côté pour les utilisateurs, effectivement, de ne plus avoir à changer. Puis aujourd'hui, il y a peut-être des mauvais côtés, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que la principale tare de l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un déficit de projets communs? Et est-ce qu'il n'y a pas deux grands projets qui pourraient être lancés? Il y en a un qui était abordé par un article très intéressant de Joachim Bitterlich, un Allemand qui fut le conseiller diplomatique de Helmut Kohl, qui est très sévère d'ailleurs, et qui prône une Europe de l'énergie. Il dit qu'il n'y a rien, chacun tire dans son camp, à commencer par l'Allemagne d'ailleurs, les Français aussi, et que ça pourrait être un projet commun sur lequel on pourrait s'entendre et travailler pour le futur. Et les intérêts, si vous voulez, si on veut faire progresser l'Union européenne, il faut partir de l'intérêt des États membres. Et de leurs citoyens. Ça va de soi. Donc, pour qu'un Européen vous dise ça, c'est que quand même on a réfléchi et travaillé, parce que longtemps on a entendu une petite musique un peu rêveuse disant que l'Europe c'était formidable, qu'on avait tous naturellement des intérêts communs. Moi je ne le pense pas.
Je pense... C'était gagnant-gagnant, c'est ça? Oui. C'est comme pour le libre-échange, ça. On en parle. Je pense qu'il faut partir des intérêts des États et de leurs citoyens, et incontestablement, il y a un certain nombre de sujets où nos intérêts sont communs. Alors plutôt que de s'acharner à créer des intérêts européens sur des sujets politiques étrangères ou autres, où ils sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence, l'énergie, les grands réseaux, le désenclavement, c'est incontestablement quelque chose d'intérêt commun qui concerne plusieurs États membres. Et il faut absolument recentrer l'utilisation des crédits européens sur ce type de projet. Ça, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, la discussion budgétaire qui vient de se dénouer est un véritable désastre. Ah oui, parce que ce sont ces crédits-là qui sont reniés. Qui sont reniés. Exactement. Moi, vous savez, moi-même, j'ai travaillé 3 ans à la Commission européenne comme conseiller spécial. Au moment du précédent budget, on n'avait que 8 milliards d'euros pour une politique de transport, et percer les tunnels, faire le Kiev-Barcelone, ou de véritables infrastructures qui doivent être décidées en commun et qui intéressent pratiquement tous les États. Ouais. Voilà, pour désenclaver l'Europe et utiliser à fond ce grand marché unique. Ça manque, incontestablement. Et le coup de gueule que pousse Joachim Mitterrand en matière d'énergie est particulièrement justifié, puisqu'il a le double point de vue français et allemand, et qu'il voit bien qu'en Allemagne, avec notamment les choix de politique énergétique qui ont été faits, des choix purement nationaux. Avec des voisins qui sont très tributaires d'une source unique en matière de pétrole et de gaz à l'Est, et qui ont envie de diversifier, la seule garantie d'une sécurité énergétique, qu'on puisse peser tout notre poids aussi comme donneur d'ordre pour les grands marchés gaziers ou pétroliers, c'est de mettre toute l'Union européenne en réseau. Et ce n'est pas le cas. Et là encore, nous payons le prix du nationalisme passé, puisque nous avons construit nos systèmes de telle manière qu'ils ne puissent pas communiquer. Enfin, si, d'un point de vue électrique, ils sont interconnectés. Oui, mais c'est tout récent, n'est-ce pas? Dans l'histoire, oui. C'est tout récent. Ça date de moins de 10 ans, l'interconnexion réelle. Et donc... le chemin de fer, c'est pareil, n'est-ce pas? Et on veillait bien à ce il y avait des voies, par exemple en Espagne, les voies étaient différentes. Oui, bien sûr. C'était fait exprès pour pas qu'on puisse communiquer. Alors, donc nous rattrapons notre passé. Finalement, si on veut être honnête et qu'on juge l'Europe dans la durée, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire quand même, nous sommes allés assez vite dans le démantèlement de toutes ces frontières. Mais la crise nous rattrape. Les changements du monde nous demandent d'accélérer dans l'intégration, à un moment où nos hommes politiques ont continué à jouer le jeu sur le plan national, pas seulement les Français, partout, et donc où la démocratie s'exerce sur le plan national, et on a le plus grand mal à rattraper le retard, à expliquer que, non, on a déjà commencé à travailler sur le plan européen, mais on a oublié de le dire à nos députés et à nos citoyens. Comment faire en sorte que cette Europe de l'énergie soit mise sur les rails? Je crois qu'il faut être audacieux et dire la vérité, n'est-ce pas? Et ne pas laisser entendre que, par exemple, en Allemagne, le prix de l'énergie ne va pas augmenter du fait des décisions du gouvernement. Donc je crois que le prix augmente, la hausse est déjà partie, et qu'il ne va pas cesser d'augmenter, et que les Allemands vont le découvrir sans que personne, ni dans l'opposition, ni dans la majorité, ne leur ait dit. Il y a aussi sur les télécoms, parce que l'Europe est un marché passoire, c'est là où il y a le plus d'opérateurs, il y en a plus d'une centaine, la différence de la Chine ou des États-Unis, et un certain nombre de dirigeants des télécoms européennes prônent une Europe des télécoms et le fait que le marché soit un peu regroupé, qu'il n'y ait pas une concurrence absolument féroce. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que l'Europe des télécoms voit le jour? Écoutez, elle a déjà énormément apporté aux consommateurs, n'est-ce pas? La baisse des prix des télécoms, l'imposition, l'exportation dans le monde de la norme GSM, qui est quand même une norme européenne, on l'oublie parfois, ont contribué, ont bénéficié aux consommateurs, et les prix n'ont pas cessé de baisser depuis l'origine. Aujourd'hui, on voit que le marché est encore cloisonné. Moi qui suis souvent à Bruxelles, dès que je passe la frontière, j'ai bienvenue à Bruxelles. Et je sais que le prix de ma communication double. Oui, voilà. Donc je crois que les opérateurs n'ont aucune chance de garder ça, que la Commission européenne a décidé de le décloisonner et qu'elle va y arriver. Alors il faut le faire progressivement pour ne pas avoir trop de dégâts dans cette période de crise, notamment sur le plan social et financier. Mais l'avenir, c'est un marché des télécoms qui soit
complètement décloisonné et un peu dérégulé aussi. Je sais que je ne ferai pas plaisir à tout le monde en disant ça. Dernier élément, en ce qui concerne l'accord transatlantique, les fameuses négociations qui vont s'ouvrir entre l'Europe et les États-Unis pour abattre les dernières barrières douanières qui existent et surtout les normes, en matière de normes. Vous êtes bien évidemment favorable. Pourquoi bien évidemment? Écoutez, il faut voir d'où on part, n'est-ce pas? Échec des négociations multilatérales de l'OMC, de Doha. Nous décidons, et nous donnons l'exemple, de conclure des accords bilatéraux de libre-échange. Je prends un exemple, avec la Corée, nous avons conclu en 2010 un accord de libre-échange. Les États-Unis l'avaient signé, mais le Congrès ne voulait pas le ratifier. Eh bien, dès que l'Union européenne l'a ratifié, c'est-à-dire les congrès américains, immédiatement, c'est précipité. Ça veut bien dire quand même que ça ne doit pas être si négatif que ça. Et quand vous regardez les chiffres, contrairement à ce qu'on peut entendre en France parfois, les exportateurs français, les investisseurs européens ont beaucoup profité de cet accord de libre-échange. Donc, le premier exportateur du monde, qu'est l'Union européenne, le premier marché du monde, reste encore le premier PIB du monde. S'il ne prend pas l'initiative de négocier de grands accords bilatéraux avec ses principaux partenaires, porte une responsabilité importante pour son propre commerce. Alors vous allez me dire, ça profite plus aux Allemands qu'aux Français, etc. Notamment l'industrie automobile allemande. Là, je raisonne globalement, n'est-ce pas? Nous sommes toujours les premiers exportateurs du monde. Qu'on le doive évidemment aux Allemands, ça va de soi. Et puis, il y a un certain nombre de considérations auxquelles, d'ailleurs, il va falloir veiller, puisque les États doivent donner un mandat de négociation à la Commission européenne, en gros, d'ici l'été. Donc, le débat est engagé, et nous allons énormément y travailler, vous en entendrez parler, y compris avec nos parlementaires, etc., pour que tout le monde mette sur la table la vérité des intérêts. Ce que nous voulons, c'est pouvoir éviter la renationalisation par la norme, par la fermeture des marchés publics chez nos principaux partenaires commerciaux. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus intelligent à l'égard de la Chine que de conclure un accord de libre-échange avec le Japon aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs, ça inquiète beaucoup les Chinois, oui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, au moins, pour une fois que l'Europe n'est pas l'idiote du village global, comme disent un peu rapidement certains hommes politiques qui ne connaissent pas de quoi ils parlent. En matière monétaire, elle l'est. Oui, mais elle n'est pas si idiote que ça. Pour une fois que nous sommes à l'offensive, allons-y. Et aux États-Unis, aujourd'hui, ce n'est pas à vous que je vais dire que le Congrès est extrêmement nationaliste, multiplie les normes, qu'elles soient techniques, en matière de défense, en matière financière. Et donc, dans le mandat, le texte commun qui a été négocié entre un commissaire européen belge et le secrétaire au commerce américain, il est expressément mentionné que dans la négociation, il y aura toutes les barrières non tarifaires, les normes, les barrières en matière de sécurité, en matière de données personnelles. Moi, si le mandat c'est celui-là, je trouve que c'est une très bonne chose d'aller porter ça en négociation avec les Américains. Les grands bénéficiaires et ceux qui poussent d'ailleurs à la roue, c'est notamment l'industrie automobile allemande, BMW et Mercedes, encore plus que Volkswagen, car l'objectif avoué et déclaré, c'est de pouvoir faire fabriquer les véhicules sur le territoire américain, non pas pour le marché américain, ce qu'ils font déjà, hein, mais pour les réexporter sur l'Europe avec un dollar qui a un coût nettement moindre que l'euro. Donc à ce moment-là, si l'euro reste une monnaie surévaluée, notamment pour les Européens du Sud, eh bien, le fait de s'approvisionner avec un dollar sous-évalué, effectivement, pour les constructeurs allemands, ça sera un gros avantage. Oui, ça fait partie des choses qu'on peut à peu près maîtriser à ce stade de la négociation qui n'a pas commencé. Donc, et vous avez raison, il faut veiller à ce type de... Parce que sinon, c'est la disparition. Alors, l'industrie automobile française a ses responsabilités, mais on voit clairement qu'entre l'accord avec les Coréens sur le bas de gamme, hein, si les Allemands ont une base de fabrication de leurs produits en zone dollar, hein, avec un dollar bas par rapport à l'euro, et qu'ils peuvent réexporter sans problème de normes ni de droits de douane, effectivement, le marché automobile européen sera tenu définitivement par les Allemands d'un côté et peut-être par les Coréens pour le bas de gamme. Oui, on en est très loin, pour être très franc. Oui, mais les Allemands travaillent à long terme. Et le reproche que l'on peut nous faire à nous, Français,
et peut-être aux constructeurs français, c'est de ne pas travailler à long terme. Écoutez, et là, ils travaillent à long terme, les Allemands. Écoutez, Renault-Samsung est l'exemple contraire à ce que vous dites, n'est-ce pas? Renault-Samsung est installé en Corée et en France aussi. Jusqu'à preuve du contraire, les détournements de trafic dont vous parlez n'ont pas encore déstabilisé le marché automobile. Ce n'est pas ça qui est la cause de la crise automobile en France, en tout cas. Non, mais la cause ça n'empêche pas automobile, ce sont des mauvais choix des managers. Ça, c'est clair. Bon. Ça n'empêche pas Eurocopter d'aller fabriquer avec les Coréens un hélicoptère. Oui, mais quand il s'agit de fabriquer ou de délocaliser pour fabriquer pour le marché, notamment aux États-Unis, vous êtes obligé de fabriquer en zone dollar. Bon. Mais si c'est pour réexporter, pour profiter d'un dollar qui est bas par rapport à l'euro, et qui le restera tant qu'il n'y aura pas de changement de politique monétaire, à ce moment-là, ça pose un problème. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas le cœur du sujet. Airbus, EADS en général, Eurocopter aussi, Dassault, fabriquent leurs avions aux États-Unis. Oui. Bon, jusqu'à preuve du contraire... pour le marché américain. Oui, voilà, c'est pour le marché américain, pour d'autres marchés extérieurs. Oui, aussi. De la zone dollar. Voilà, et donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien et ils ont bien travaillé. Oui, croisons les doigts. Jean-Dominique Villani, merci. Merci.